Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la seconde partie du bilan culturel du mois d'octobre 2021. Je vais commencer dès le début avec ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les livres. J'ai lu peu de livres étonnamment ce mois-ci car j'ai essayé de débuter Journal d'un écrivain de Virginia Woolf et j'ai commencé également Le deuxième sexe partie 2 de Simone de Beauvoir. Je les ai tous les deux débutés mais ils ne sont absolument pas finis. J'ai pas dû dépasser les 100 pages pour chacun d'entre eux. Donc je ne vais pas vous en parler ici, mais voilà ce pourquoi j'ai lu moins de livres que ce que j'avais prévu. J'ai lu La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Stefan Zweig ici, il va nous donner un échange entre un professeur et son élève. Dans cet entretien entre cet étudiant et ce professeur, Stefan Zweig va nous donner un aperçu de ce qu'est la vie de ce jeune homme, faite de comportements dissolus, où il ne va pas porter énormément d'attention à ses études. Cet échange sera finalement une voie vers l'art au sein de cette perdition dont est victime le protagoniste principal. Et ce professeur va l'aider à se remettre sur le droit chemin et à revaloriser ce qui est juste finalement. Il va devenir très proche du professeur, de la femme du professeur, et il va se rapprocher de plus en plus de ce couple, si bien qu'il va y avoir une relation de jalousie, de fusion. On va toujours avoir cette notion de pudeur, de dit et de non dit, de ce qui est acceptable ou non, de ce qui était accepté ou non. J'ai adoré, de toute façon, la plume de Stefan Zweig, c'est toujours une réussite. J'adore la poésie dont émanent tous ses textes, ses tournures de phrases. J'adore les thèmes qu'il aborde. Je trouve qu'il est très précurseur. Un des autres ouvrages que j'ai lus, il s'agit de Kérosène de Adeline Dieudonné. Adeline Dieudonné, je vous en avais parlé dans le bilan culturel du mois de septembre. J'ai adoré La vraie vie, c'était réellement un coup de cœur. J'ai trouvé ce livre incroyable. J'ai été happée tout du long. Et Kérosène, que s'est-il passé? On va suivre un panel de personnages qui vont se rencontrer au sein même d'une station-service à des moments plus ou moins différents de la journée, sous forme de portraits. On va revenir sur leur vie, sur leur parcours, sur leur traumatisme. Il y a une question du genre, il y a une question de la femme qui est là, donc ça aurait pu être intéressant. Du spécisme et de l'antispécisme, de masculinité, de se prouver des choses à soi-même. Et là où tous ces thèmes me plaisent en règle générale et où l'écriture d'Adeline Dieudonné m'avait plu, et dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle en disait de ce livre, j'ai été tellement déçue de la fin. J'ai retrouvé cette plume qui m'avait entraînée la première fois que j'avais lu son premier roman. J'ai continué en me disant que je savais pas trop où est-ce que j'allais. Finalement, cette plume si ardente, si dure, elle n'a pas réussi à me faire rester et la fin a tellement été une sorte de relâchement, les dernières pages. C'est comme si elle n'avait pas su comment terminer son roman et c'est vraiment ce qui a été la lacune de cette lecture. Autant c'était pas la plume mais c'était vraiment la trame narrative, le lien entre les histoires. Ça aurait pu s'expliquer quant au fait qu'elle ait réfléchi ces histoires indépendamment les unes des autres, mais là c'est retombé comme un soufflet. Troisième ouvrage et deuxième des éditions L'Iconoclaste. Il s'agit d'un livre de Pauline Delabroix-Allard qui s'appelle Maison Tanière. Donc ça a été publié dans la collection L'Iconopop, qui est une nouvelle collection mise en place où il n'y a que des recueils de poèmes. Tous très engagés, souvent portés sur les questions de genre et les questions de féminisme. En l'occurrence, Pauline Delabroix-Allard, elle va revenir sur une sorte de retraite qu'elle a effectuée dans la maison d'amis pendant un été, il me semble que c'est en Bretagne. Le livre est entrecoupé de photos qui ont la spécificité de se concentrer autour de vinyles et de morceaux qu'elle a écoutés, qui l'ont marquée et qui l'ont entraînée à écrire, qui l'ont aidée dans ce deuil qu'elle essaie de soigner. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça doux. Même dans la tristesse qu'il y avait, dans la colère qu'il pouvait y avoir aussi, dans la solitude et tout ce qui était proche de la mélancolie. Les photos ajoutent énormément. Il y a des phrases qui sont parfois chocs à certains égards, qui sont totalement adoucies par les scènes qu'on se figure.
par les représentations d'objets, de détails, de comment elle arrive à insérer les pochettes à l'intérieur même de ses textes, comment elle les insère de façon assez intelligente pour que ça ne soit jamais trop. L'alliance entre la photo et l'écrit fait que ça en devient un réel objet artistique dans sa pluralité. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant ici. Enfin, le dernier livre que j'ai lu, et je remercie Ned Gallet pour ceci, il s'agit de Combat et métamorphose d'une femme de Édouard Louis. Édouard Louis, je l'avais déjà lu avec En finir avec Eddie Bellegueule, que j'avais aimé dans les sujets qu'il traitait, mais qui n'avait pas réussi à me donner tout ce que je pouvais attendre, notamment par tout l'attrait qu'il y a eu au niveau social et au niveau contemporain autour de cet auteur. Bien que j'eus compris les enjeux ici, il reprend les mêmes thématiques mais en allant beaucoup plus profondément dans l'histoire de sa mère et dans le lien que ça a eu avec sa traversée à travers cette histoire, cette adolescence si dure qui l'a amené à devenir l'homme qu'il est actuellement. Il va revenir sur cette enfance dans cette famille très précaire, ce contexte social-là où il a un père violent, où il a un frère violent, où sa sœur est elle-même battue, où sa mère elle est malheureuse dans ce mariage, où elle n'a pas de sens dans sa vie mis à part élever ses enfants et c'est pas forcément gage d'épanouissement. Édouard Louis va faire un portrait de cette mère, un portrait de l'entourage de la famille, un portrait du contexte familial, l'enfermement qui y règne, de la violence psychologique, morale et physique qui s'est encastrée, si je puis dire, dans ce cocon et de comment sa mère n'arrive pas à s'en défaire. Édouard Louis, à la différence du reste de sa famille, c'est quelqu'un qui va s'extraire. Et c'est ce pourquoi on le dénomme comme transclasse. Il va réussir à s'extraire de ce contexte-ci. Il va donc changer de nom. Initialement, il s'appelait donc Eddie Bellegueule. Dans cette idée de dépassement de sa classe sociale initiale, il va se faire rappeler Édouard Louis. Édouard Louis qui est un nom français qui n'a pas quelque chose de plus ou moins ridicule dans l'emploi, qui est plutôt très commun. Et il va faire un portrait de cette réalité à laquelle il a été confronté. Dans ce portrait de la mère, il va beaucoup se centrer autour de la pression maternelle, de la charge mentale, évoquer une notion qui est proche de celle de Virginia Woolf dans un sens où la mère n'a pas lieu à se réaliser, que ce soit artistique ou social finalement avec des amis, de réels amis, et la seule connaissance qu'elle va avoir va finalement devenir quelqu'un sur qui elle va énormément reposer pour pouvoir ne plus avoir à affronter ce quotidien dont elle est esclave. Et le jour où ça va se terminer, ça va être la déchéance totale. C'est à la fois le portrait de sa mère, à la fois le portrait de sa famille. Et ce qui a été extrêmement intéressant dans cet ouvrage, c'est d'espérer, d'avoir l'espoir de voir la mère faire comme son fils et de dépasser sa condition. Édouard Louis, il a réussi à m'emporter avec ce bouquin, là où j'avais pas réussi à tout voir dans son premier ouvrage. Changer méthode a été extrêmement plébiscité à la rentrée littéraire. Je ne l'ai pas lu, j'aimerais beaucoup, mais pour l'instant je n'ai lu que celui-ci. Ça a été une réussite. Donc si vous y avez accès, je vous laisse aller écouter ça, en l'occurrence comme moi je l'ai fait, ou le lire. Ensuite, je passe à tout ce qui est audio. J'ai écouté un album qui est Soliloquy de Lou Doyon. Lou Doyon, je vous en ai parlé le mois dernier grâce à son podcast Lou et moi que j'avais écouté pendant le mois de septembre. Ce mois-ci, j'ai écouté son album de 2019 qui s'appelle Soliloquy, que j'ai beaucoup aimé, qui a des sonorités folk. Elle a notamment fait un morceau avec Cat Powers qui s'intitule It's You, mais je vous recommande également Bother, Widows, Soliloquy, mais aussi All These Nights. Je pense que ceux-ci sont mes préférés de tout l'album. Je ne sais jamais comment évoquer en entièreté un album dans toutes ses nuances, mais quoi qu'il en soit, ce que je pourrais juste dire quant à sa voix et quant à la DA de cet album, c'est qu'il y a énormément de morceaux acoustiques et que ça s'accorde très bien avec la voix de Lou Doyon qui est très nonchalante.
Ensuite, je crois que je devrais me faire financer par France Culture. J'ai écouté énormément de podcasts de France Culture, mais je retiens notamment deux. Les Pieds sur Terre, que j'écoutais déjà depuis très longtemps. Si vous écoutez Transfert, Passage ou encore Ex, dont j'ai déjà parlé, je ne peux que vous le conseiller. Ce sont des épisodes de 30 minutes environ, qui reviennent sur des phénomènes sociaux. Il y a notamment le combat des jeunes femmes anti-vax, les décrochages scolaires, les expulsions, le confinement et donc tous ces travaux qui se sont passés la nuit aussi pendant le confinement, des histoires d'amour sur des histoires de rupture, des questions d'héritage. Il y a 1001 sujets. Il y a une bonne accroche parce qu'il y a une ambiance musicale, parce que c'est toujours haletant, il y a toujours un très bon rythme. Au sein d'un même épisode, on a 2-3 histoires en règle générale et que ça permet d'avoir un même sujet traité sous divers angles. Celui que je retiens également, c'est Génération Z, soutien de Zemmour, la jeunesse de Zemmour, quelque chose comme ça. J'avoue que ça fait peur et à la fois c'était assez incroyable de voir ces jeunes gens qui sont justement dans les jeunesses de Zemmour. Second podcast de France Culture, le code a changé. Alors je remercie Adoria si elle passe par là, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert ce podcast et dès le moment où j'ai écouté un épisode, je me suis enchaînée tous les suivants. C'est le présentateur qui va recevoir des spécialistes sur la question des médias et des réseaux sociaux pour pouvoir les analyser. Notamment tout ce qui concerne les algorithmes, comment Mark Zuckerberg réussit à manipuler les utilisateurs de Facebook, pourquoi on est accro à Instagram. Il y a la gestion des données, il y a aussi tout ce qui est archivé en ligne. Tellement de sujets intéressants qui sont très bien résumés, qui sont très bien questionnés en 1 heure. Ça a l'art de donner des liens avec beaucoup de choses du quotidien auxquelles on est exposés tous à certains égards. C'est un questionnement sociétal qu'il faut continuer à interroger tout au long et je trouve que ce format-ci est juste excellent pour toutes ces questions d'actualité. Enfin, le dernier podcast que j'ai écouté, c'est un podcast très court qui est une fiction audio qui s'appelle L'inconnu d'Haussmann. L'inconnu d'Haussmann, c'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche son sujet de thèse et qui prend le métro pour aller jusqu'à la Sorbonne Nouvelle, si je dis pas de bêtises. Elle va s'arrêter à Opéra parce que il y a un jeune homme qu'elle croise tous les jours dans le métro qui est toujours avec un petit carnet sur lui, qui dessine, du moins elle le suppose, où il écrit, et il a toujours sa tête plongée dedans. Un matin où il y a énormément de monde dans la rame, il doit faire tomber son petit carnet en sortant. Elle va essayer de le suivre, de le retrouver pour lui rendre son carnet. Ça va être la poursuite de ce garçon idéal dont elle est plus ou moins amoureuse en secret. Ce sont des épisodes, oui, qui doivent faire 10 minutes. J'ai adoré suivre ce parcours-là. C'est très très court, il y a que 6 ou 8 épisodes, donc ça se consomme très très bien. En 1 heure, 1 heure et quart, c'est terminé. D'autant plus que on va avoir beaucoup de détails sur l'architecture de Paris, sur l'art qui y règne, sur toute l'histoire qu'il y a. On va l'avoir aussi dans tous ces questionnements, dans toute cette quête. C'est une course contre la montre, très visuelle, même si ce sens-ci est pas suscité. La seule exposition que j'ai faite, il s'agit de l'exposition qui avait lieu au Jeu de Paume, où j'ai pu voir des œuvres du MoMA qui reviennent sur la jeunesse de certains artistes dans le XXe siècle. C'est très moderne. Ça revient aussi sur tout ce qui relève du changement de la société, de nouveaux transports, de nouveaux modes de vie. J'avoue que je garde tout de même très peu de souvenirs parce que j'ai vu l'exposition au début du mois, mais aussi parce que j'ai été un peu déçue. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'unité, que ça donnait plus un côté anthologie plutôt qu'une atmosphère dans chacune des photos qu'il y avait. On voyait un artiste, puis un autre, puis on revenait au même artiste qu'on avait vu en premier, 10 mètres plus loin dans la même salle, et ça avait pas d'unité dans tout ce qui était montré, même si c'était peut-être perçu comme rigoureux de mettre le même artiste au même endroit et ainsi de suite, eh bien peut-être que j'aurais été moins perdue et peut-être que j'aurais apprécié davantage ma visite. Quoi qu'il en soit, il y en a quand même qui m'ont plu. J'en ai posté notamment 2 sur Instagram. Haussmann et Humbo étaient très bien, notamment dans les détails qu'ils représentaient. Mais j'avoue que je suis quand même restée majoritairement de marbre devant le reste de l'exposition.
Et je termine enfin avec les chaînes YouTube. La chaîne YouTube qui a vraiment marqué mon mois, c'est celle de Dara. Alors Dara, elle est une chaîne plutôt analytique sur les contextes sociaux. Elle a fait une vidéo sur la bourgeoisie, elle a fait beaucoup de vidéos qui reprennent les idées des Pinson Charlot, que j'avais déjà dû lire pour les cours et que j'avais adoré. La société de la bourgeoisie, elle revient aussi sur un livre que j'avais déjà très envie de lire, mais dont elle a réussi à me rappeler le titre, qui s'appelle Voyage de classe, qui revient sur des étudiants de Paris-Saint-Denis qui vont voir justement toute la société du 8e et du 9e, et à quel point la bourgeoisie est pas la même que celle qu'on voit sur la rive gauche de Paris, la violence de classe que on peut ressentir quand on passe justement d'une classe, tout comme Édouard Louis l'expliquait, qui soit en dessous de l'espèce d'élite parisienne qui est représentée dans les classes de prépa, dans tous les établissements supérieurs de la capitale. C'est une mine d'informations. Elle a une façon de présenter les choses qui est simple, et dans la difficulté des thèmes qu'elle aborde en règle générale, elle est extrêmement pertinente. Donc je vous conseille grandement cette chaîne, notamment parce que je trouve peu de vidéos analytiques en français. Ensuite, une chaîne que je connais depuis plusieurs mois. Il s'agit de Madame rêve encore de livres. Il me semble qu'elle va participer à Caractère, l'émission Caractère qui est sur Canal notamment. C'est une chaîne Booktube où elle évoque ses dernières lectures. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle parle de la rentrée littéraire notamment, elle parle d'œuvres contemporaines, elle parle de thrillers, elle parle de classiques, elle parle parfois d'œuvres plus fantastiques, de SF, qui sont pas réellement mes genres de prédilection, mais elle a un panel de genres qui me plaît assez parce que ça me donne une possibilité de voir au-delà de ce que moi-même je lis en règle générale, et puis j'arrive aussi à me retrouver dans son contenu, et c'est également ce que je recherche quand je consomme du contenu en ligne. Pour revenir sur une autre créatrice que j'ai adorée ce mois-ci, toujours dans cette idée de questionnement de la société, il s'agit de Alice Capel, qui est une jeune femme française qui étudie en Angleterre. Et toutes ces vidéos sont des vidéos qui analysent les médias, qui analysent la société, c'est-à-dire qu'elle a fait toute une vidéo sur la violence qu'est le cottagecore, sur le phénomène That Girl, le coût d'être woke, l'égocentrisme de la société et sur à quel point ça a été mis en exergue et sur un piédestal depuis des années. Le fait de ne pas avoir de job de rêve qui ne soit pas aussi relié à ce côté très start-upper. Elle a également fait une vidéo sur la cancel culture, sur à quel point le male gaze est entraîné par une logique capitaliste et à quel point il se sert de lui-même pour se faire de l'argent sur le dos des femmes. Elle a toujours des sujets mais tellement intéressants, tellement foisonnants. Là encore, j'en redemande à chaque fois. J'en ai terminé pour ce bilan de ce mois d'octobre. Vous m'excuserez d'avoir fait la vidéo en 2 fois, mais il est vrai que actuellement j'ai 40 minutes de vidéo et que la dernière fois j'avais plus d'1 heure. Il faut bien que j'arrive à monter tout ça petit à petit. Donc pour que vous ayez encore des vidéos pendant quelques temps sur la chaîne sans qu'il n'y ait de vide en plein milieu pendant 3 semaines, et bien voilà, je le fais en séquence. Sur ce, j'espère que ces 2 bilans, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous laisse aller la regarder, vous ont plu. Et puis moi je vous retrouve bien sûr sur Instagram. Vous pouvez, si vous avez apprécié ce contenu, aimer, commenter et puis bien sûr venir me parler, me suivre sur Sens Critique, sur Goodreads ou sur encore Letterboxd. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, tous mes liens sont en barre d'infos et puis je serai là pour répondre à vos questions. Profitez peut-être de me parler sur Instagram, je réponds plus qu'en commentaire. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao.